Bonsoir, j'espère que vous allez bien. On va voir si on est... Oui, on est sur Facebook, ça c'est super ça. Juste un instant, s'il vous plaît. J'espère que ça marche parce que je veux vraiment commencer sur Facebook aussi. Oui, ça marche. OK, OK, c'est bien. OK, on est live sur Facebook aussi. Donc, bonsoir tout le monde. Je vais vous prier de fermer vos caméras puis vos micros. Puis on va commencer aujourd'hui, ce soir. C'est notre dernière conférence. Non, 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 soyez assurés qu'on va continuer à faire de belles choses ici à l'Académie. Mais c'est la dernière conférence de toute la partie de mardi anti-inflammatoire. Je calculais, c'est notre 10e conférence. Puis, ceux qui vous n'avez pas pu écouter les conférences que j'ai tenues depuis mois de mai, je vous invite toujours à les regarder sur notre chaîne YouTube, Zone de mieux en mieux. Puis, vous avez tous les enregistrements car les dernières règles de Facebook qu'ils vont effacer les lives après un mois. Donc, sont tellement de live maintenant sur Facebook, puis tenir compte qu'ils vont les effacer après un mois. Moi, je veux vous suggérer d'aller sur Facebook, sur YouTube, puis vous allez regarder nos conférences enregistrées. Bien sûr que cette conférence ici, la dernière de ces séries de mardi anti-inflammatoire, vous allez pouvoir l'écouter pendant un mois sur Facebook. Alors, sans tarder, je veux commencer de vous parler de notre sujet d'aujourd'hui. Je sais que je vous ai habitué avec des conférences spéciales, mais ce soir aussi, on va avoir une conférence spéciale parce qu'on va démêler plein de choses. Donc, ballonnement, constipation et digestion difficile. L'approche naturopathique, ça va être quelque chose de différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, mais bien sûr, en regardant toujours de côté de la naturopathie, car nous, on fait une naturopathie scientifique à notre académie. Puis tout ce que je présente basé sur les études scientifiques et aussi effectivement sur la science, car ça c'est mon domaine, c'est comme ça que je t'ai formé. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Liliana Suciu. Je vais vous dire encore une fois bonsoir. Merci beaucoup de nous écouter. J'ai fini la médecine en Roumanie. J'ai fait la naturopathie au Canada, au Québec. Je suis aussi accréditée en Europe comme thérapeute accréditée en oncothérapie, en phytothérapie et j'ai une accréditation aussi en maladie auto-immune aux États-Unis. Ensemble avec Isabelle Wilson, j'ai fondé l'Académie Zone de mieux à mieux. Semble une académie qui a beaucoup de succès, puis beaucoup de gens qui aiment notre science naturelle. Puis ce soir, c'est vraiment mon honneur de vous parler du fonctionnement de la digestion. J'aimerais démêler avec vous tout ce qui se passe dans les moments quand on commence à manger notre nourriture et aussi à consommer nos liquides parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas. Donc, on va commencer avec les principales étapes de la digestion. Je vous ai dit que ce soir, ça va être une conférence différente, un peu différente de ce que je vous ai habitué jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que chaque sujet est différent, puis on va le traiter de point de vue entier, de point de vue intégratif.
Alors, la digestion commence toujours par la mastication et la production de la salive. Je suis sûre et certaine que plusieurs vous avez expérimenté le fait que seulement en pensant à votre nourriture préférée, vous avez déjà commencé à saliver, n'est-ce pas? Donc, automatiquement, le rôle de la salive, c'est de bien imprégner la nourriture, mais aussi de commencer la digestion de sucre. Car on commence avec les amylases, avec des enzymes salivaires. Après ça, la nourriture, après avoir bien marché, elle va aller dans l'estomac, que vous pouvez voir ici, car il représente le réservoir, puis pratiquement le processus le commencement du processus de la digestion des protéines. Dans l'estomac, on va avoir la sécrétion d'acide chlorhydrique. Ben, c'est pas seulement, comment je pourrais dire, le processus de digestion des protéines, mais c'est là qui commence. Aussi, la production et écoulement de la bile qui va arriver au niveau de l'intestin grêle qui a trois parties, le duodène, le jejun, puis le iléon. Aussi, ils vont s'ajouter, bonsoir, je veux juste vous prier, s'il vous plaît, de fermer vos caméras. Merci beaucoup. Puis aussi, on va avoir aussi la sécrétion de la bile qui viennent de niveau de cholécystes, aussi au niveau du foie. La bile va se verser dans le duodénum, qui c'est la première portion de l'intestin grêle, juste à côté de l'orifice où il va drainer le pancréas. D'un côté gauche, du côté droit, ça vient le foie, puis de côté gauche de dire ça vient le pancréas. Donc, la bile vient du foie, puis le jus pancréatique vient du pancréas, puis tout ça s'ajoute au jus intestinal. De plus, donc, digestion et absorption dans l'intestin grêle, où c'est vraiment le processus de digestion et absorption de nos aliments. Après ça, les aliments, ils continuent leur chemin. Après, l'organisme a absorbé déjà les principes nutritifs. Donc, on va commencer la fermentation bactérienne dans le côlon. Le côlon à la côté droite, le côlon ascendant, le côlon transverse, le côlon descendant, le sigmoïde et le rectum. Oui, il y en a la fermentation bactérienne, mais sachez que chaque partie du côlon, il est responsable de certains types d'absorption, certains types de digestion plus profonde. De côté droit, on va digérer les restes des glucides, puis de côté gauche, on va digérer le reste des protéines. Puis après ça, le rectum, bien sûr, il y a le rôle de formation et évacuation des sels. Donc voilà que notre tube digestif est assez long avec toute cette étape. Donc, on va voir que ce soir, que les ballonnements, la constipation ou les troubles digestifs peuvent arriver dans chacune de ces étapes-là. Donc, ce que j'aimerais que vous sachiez, c'est qu'il y en a un lien extraordinaire entre notre système digestif et le système nerveux. Je vous ai dit tout au long de nos conférences qu'il y a notre organisme, pratiquement, il y a trois cerveaux. Le cerveau que vous connaissez bien, notre cerveau qui se retrouve dans la tête, mais aussi il y en a le deuxième cerveau qu'on appelle l'intestin. Puis ici, c'est le système nerveux entérique que vous voyez ici dans l'image. Moi, je veux utiliser beaucoup des images dans cette conférence que sont des images que j'utilise pour les cours qu'on donne en naturothérapie et dans la naturopathie. OK, donc on parle de système nerveux entérique et il y a un réseau immense entre notre tube digestif et le système nerveux central, puis qu'on appelle l'axe intestin-cerveau. Puis cet axe-là, intestin-cerveau, s'en va de deux côtés. Ce qui se passe dans l'intestin, le cerveau le sait, puis qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, l'intestin le sait.
C'est comme ça. OK, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous écouter ce soir. La partie responsable de la digestion, c'est la partie parasympathique de notre système nerveux, spécialement le nerf vague, qui viennent avec le repos, avec la digestion. Mais sachez que le stress, l'anxiété et des repas pris trop rapidement, ce ne sont pas nos amis. Au contraire, il y en a une relation incroyable entre le stress et les mouvements intestinaux. Ça s'appelle ça la motricité intestinale et aussi la sensibilité viscérale. Et pour vous rappeler, je dis que le troisième cerveau de notre organisme, c'est le cœur, car le cœur vient aussi avec son propre système nerveux autonome, puis lui contient à peu près 40 000 neurones. Donc voilà, on a trois grands organes qui sont considérés faisant partie de notre système nerveux. Puis l'intestin, vraiment, c'est notre deuxième cerveau. Alors sachez que l'intestin n'a pas seulement la fonction d'absorption, comme vous savez déjà, mais je vous ai parlé dans tous les autres 9 conférences. Ce soir, on va parler moins du système lymphatique de l'intestin, mais on va parler du système nerveux. Donc, voilà que l'intestin est vraiment entouré de grands réseaux, des réseaux sanguins, des réseaux lymphatiques et des réseaux nerveux. Bon, alors, comprendre dans le cadre de la digestion, un très grand rôle joue le microbiote intestinal. Je suis sûre et certaine que vous avez tellement entendu parler dans les dernières années de toutes ces notions, le microbiome intestinal. On ne connaît pas toutes les fonctions pour le moment. Ce que vous voyez ici, dans le dessin, c'est vraiment beaucoup de familles, puis leur fonction dans l'intestin. Comme je vous ai dit, sachez que chaque partie de notre intestin vient avec certaines familles de bactéries intestinales. Donc, le rôle du microbiote intestinal, c'est de la fermentation des glucides et la production de gaz, parce que les bactéries vont produire des gaz avec lesquels les cellules doivent se nourrir, les cellules de notre intestin. Aussi, des productions d'acides gras à chaîne courte qui ont besoin pour se nourrir les cellules intestinales. Aussi, le microbiote va influencer le transit et la consistance de sel. C'est pour ces raisons-là que vous voyez des gens qui peuvent pratiquement manger plus, puis ils ne vont pas engraisser, puis il y en a des gens qui vont manger moins, puis ils vont engraisser. Bien sûr qu'il y en a d'autres facteurs aussi, mais le microbiome, c'est vraiment un acteur principal. Aussi, il est responsable de la dysbiose. C'est quoi la dysbiose? La dysbiose, c'est quand les bonnes bactéries, la quantité de bonnes bactéries commence à être réduite, puis leur place va être prise par des bactéries qu'on appelle ça opportunistes. Opportunistes sont les bactéries qui sont là dans notre intestin, mais qui doivent être tenues sur surveillance, mais beaucoup de gens souffrent de dysbiose, donc on peut plus de moins bonnes bactéries que de bonnes bactéries. Et aussi, il y en a beaucoup de gens qui souffrent de hypersensibilité digestive. Et aussi, on a beaucoup de choses à faire entre de différence entre la microbiote déséquilibrée et infection digestive. Quand on parle d'infection digestive, c'est parce que dans le tube digestif ont entré des microbes qui, en monde normal, ne se retrouvent pas là. OK? Sont par exemple, dans le cadre d'intoxication alimentaire. OK, donc ça c'est le rôle du microbiome. Alors on va commencer avec les ballonnements parce que je sais qu'il y en a beaucoup de gens parmi vous qui ont entendu cette conférence-là. Qu'est-ce que c'est un ballonnement? C'est une sensation subjective de gonflement abdominal. Pratiquement, il y en a des gens qui vont dire « Ah, je me sens ballonné, je me sens comme un ballon ».
Aussi, il y en a une distension abdominale visible chez certaines personnes. Par exemple, ils vont dire tout simplement, ah, regarde, je ne peux pas prendre ma jupe ou je ne peux pas prendre mes pantalons parce que je ne peux pas les fermer, tenir compte que je suis ballonnée. Donc, il y en a des gens qui on voit les ballonnements, il y en a des gens qu'on ne voit pas. Ça tout dépend de la santé, de leur santé intestinale. Ils peuvent avoir des ballonnements transitoires ou des ballonnements permanents. Les ballonnements, c'est des gaz intestinaux, rétention du contenu digestif et hypersensibilité viscérale. Pourquoi? Parce que dans le cadre des ballonnements, peuvent venir avec beaucoup de douleur. Pourquoi? Parce que la partie où il y en a un ballonnement est bien sûr est enflée, donc il va avoir de l'hypersensibilité, donc il sent la partie respective. Je vous ai dit dans nos conférences qu'en mode normal, nous, on ne sent aucun organe tant que lui n'est pas inflammé. Dans le moment quand l'organe commence à être inflammé, c'est seulement là qu'on le sent. C'est pour ça que je vous ai prié de devenir que vous devrez connaître vous-même votre organisme comme personne autre. C'est comme ça que vous allez pouvoir regarder votre organisme, de vraiment faire vos propres recherches, puis de devenir votre plus grand observateur. Car aujourd'hui, on ne peut pas consulter une personne en 15 minutes. C'est impossible. Une consultation, par exemple, en naturopathie, ce que moi je fais, c'est entre 1 heure et demie et 2 heures. Je finis jamais en bas de 1 heure et demie une consultation initiale. Aussi, il y en a des ballonnements qui commencent immédiatement après le repas ou qui peuvent apparaître plusieurs heures plus tard. OK? Donc, quelles sont les causes? Parce que dans la santé intégrative, dans la naturopathie, on va regarder l'organisme en ensemble. Puis, important pour nous, c'est de vraiment poser tellement de questions. C'est pour ça qu'une consultation dure 1 heure et demie, 2 heures, pour vraiment voir les vraies causes des troubles de santé avec lesquels la personne se présente devant nous. Donc, par exemple, on mange trop rapide et la mastication est insuffisante. Alors, pour avoir une bonne mastication et pour avoir une bonne bol alimentaire qui doit rentrer dans l'estomac, on doit mastiquer au alentour de 25-30 fois. Moi, je suis sûre et certaine que c'est très rare parmi nous des gens qui font ça. Sera bien de vous compter le nombre de mastications quand vous mangez, car comme ça, moi, je sais, par exemple, je me suis éduquée pendant plusieurs années de manger moins vite. Mais maintenant, mon fils mange plus vite que moi. Moi, j'étais toujours sur les soins intensifs, donc je mangeais toujours vite, je n'ai jamais eu le temps. Aussi, il y en a des gens qui sont ballonnés parce qu'ils vont avaler de l'air, qui s'appelle la aérophagie. Il y en a beaucoup de gens qui vont avaler de l'air puis ne se rendent même pas compte. Aussi, des gens qui boivent des boissons gazeuses ou qui vont mâcher la gomme. Il y en a des gens qui vont servir de repas très copieux ou très riches en graisse, puis automatiquement, dans le moment quand on fait ça, l'estomac a de la difficulté à s'évacuer. Puis, on va avoir aussi des gaz et des ballonnements parce que ces repas riches, ils vont arriver dans l'intestin où il va prendre énormément d'énergie pour être digéré. Il y en a des gens qui ont des processus de fermentation excessive de certains glucides. OK, que les gens qui mangent beaucoup de sucreries, puis on va voir que l'alimentation à indice glycémique bas, qui c'est la première étape de l'alimentation anti-inflammatoire, est très, très, très importante pour diminuer les ballonnements. Aussi, pour les gens qui ne mangent pas beaucoup de fibres, par exemple, une augmentation trop rapide de fibres dans leur diète peut causer vraiment beaucoup de ballonnements. Pourquoi?
parce que les fibres, la digestion des fibres vont produire des gaz. On va voir, on va discuter de tout ça ce soir. Aussi, dans les moments quand la personne est constipée, où il y en a un ralentissement du transit, l'organisme va tout faire pour se débarrasser des substances nocives, donc automatiquement va commencer à brûler lui-même des selles. Aussi, les intolérances alimentaires, ça c'est par exemple les intolérances au lactose. Le lactose, c'est le sucre de produits laitiers. La lactose n'est pas une protéine. Donc, on va avoir ça quand la personne souffre d'une insuffisance d'enzyme qui s'appelle la lactase et qui en monde normal est responsable de la digestion de la lactose. Après l'âge de 3 ans et demi, notre organisme diminue considérablement la quantité de lactase qu'il synthétise. Donc, il y a beaucoup de gens qui souffrent ne peuvent pas digérer les produits laitiers, et aussi des intolérances au gluten alimentaires comme au gluten, par exemple, beaucoup de gens qui ne savent pas, puis qui ont des ballonnements pour la cause du gluten. Je vous suggère de sortir le gluten pendant 1 semaine, 12 semaines, puis comme ça, vous allez voir si ça va diminuer la quantité de gaz que vous avez ou les ballonnements. Et aussi, il y a une autre cause, c'est la malabsorption du fructose. Ça, c'est aussi un sucre. OK? Aussi, d'autres causes, c'est la sensibilité au FODMAP. On va avoir le FODMAP. Qu'est-ce que c'est ce soir, cette FODMAP? Les fructo-oligosaccharides de certains aliments. On va parler assez de ça ce soir pour que vous compreniez bien. Il y en a les gens aussi qui ont de la dysbiose intestinale, comme je dis, donc la diminution de la quantité de bonnes bactéries, puis commence à grandir la quantité de moins bonnes bactéries, les opportunistes. Le SIBO qui est une notion médicale, une nouvelle notion médicale, c'est quand la personne a vraiment un gros ventre, puis quand il y en a beaucoup de fermentation dans le ventre de la personne. Puis ça, par exemple, c'est une situation où je recommande que vous voyez quelqu'un en médecine fonctionnelle parce que c'est vraiment pas facile de travailler ce problème de santé, la SIBO. Aussi, on peut avoir des ballonnements quand il y en a une digestion insuffisante des protéines et des lipides. Aussi, quand le pancréas ne peut pas synthétiser assez d'enzymes, le pancréas, qui c'est une glande mixte, ça veut dire une glande qui synthétise des jus pancréatiques qui sont composés spécialement des enzymes, mais le pancréas est aussi une glande endocrine parce qu'il synthétise des hormones, l'insuline et le glucagon. Mais dans notre cas ici, on parle vraiment d'une insuffisance pancréatique de synthétiser les jus pancréatiques nécessaires pour digérer ce qu'on a mangé. Aussi, les gens qui souffrent de troubles d'écoulement biliaire. Puis ici, on a énormément de causes. Ici, par exemple, le foie ne peut pas synthétiser assez de bile. Il y en a des obstructions au niveau de réseau de canaux biliaires. Il y en a des problèmes de cailloux, les lithiases biliaires, par exemple, le pierre au cholécyste, puis tout ça. OK, donc il y en a plein ici même de sous-division de troubles d'écoulement biliaire. Comme vous pouvez voir, notre corps est très complexe. Aussi, les gens qui souffrent de syndrome d'intestin irritable, il y a plusieurs types de syndrome d'intestin irritable, 4 types, je ne veux pas rentrer maintenant dans les détails. Aussi, les gens qui souffrent de modifications hormonales et rétention hydrique ou qui utilisent certains médicaments et compléments alimentaires. Donc voilà, il y en a énormément de causes de ballonnements. Alors, si vous avez des ballonnements, il faut vraiment bien poser les questions, puis voir d'où s'en vient ces ballonnements pour avoir une bonne solution naturopathique. Alors aussi, les ballonnements peuvent être différents en fonction de leur localisation. Par exemple, les ballonnements hauts,
qui se retrouve au niveau de l'estomac, quand l'estomac ne peut pas se vider ou quand on a avalé de l'air ou quand il y en a d'autres blocages. Aussi des ballonnements bas, comme il y en a la fermentation colique, comme je vous ai dit, la fermentation au niveau de l'intestin ou la constipation. Ballonnement immédiatement après le repas. Ça, c'est d'habitude parce qu'on n'a pas une bonne qualité de jus gastrique OK, pour digérer le repas. Aussi, ballonnement tardif, là, on peut avoir des troubles au niveau de la composition de jus pancréatique et de jus intestinal parce que tout au long de tube digestif, pour digérer nos aliments, on a besoin de jus gastrique, de l'acide gastrique avec d'autres choses, on a besoin de jus pancréatique, on a besoin de jus biliaire, donc la bile, puis on a besoin de jus intestinal. Donc, comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs organes qui vont participer avec leur sécrétion pour nous aider à digérer. Il y en a aussi les ballonnements tardifs et aussi il y en a les ballonnements accompagnés de diarrhée, de constipation ou de douleur. Normalement, la diarrhée arrive, mais il y en a plusieurs causes de diarrhée aussi, mais par exemple, quand on fait une intoxication alimentaire, puis là, c'est vraiment une fermentation excessive, mais dans la constipation, d'habitude, c'est quand on ne peut pas éliminer les sels, puis l'organisme fait tout pour brûler le plus possible de toxines si on ne peut pas les éliminer. Donc, on va passer maintenant au deuxième sujet de ce soir, qui c'est la constipation. Puis je suis sûre et certaine que vous l'attendez avec tellement d'impatience parce que il y en a, si on choisit entre les sujets, entre la diarrhée et la constipation, il y en a beaucoup plus de gens qui souffrent, beaucoup de gens qui souffrent de constipation versus la diarrhée. Alors, j'ai essayé de vous trouver des images qui ne sont pas très choquantes pour vous, mais comme on fait une éducation naturopathique, il faut voir aussi qu'est-ce qui sort de l'autre côté, pas seulement ce qui rentre sur l'orifice de la bouche. Donc, la constipation, attention, ne signifie pas uniquement aller rarement à la selle. OK, pas seulement, c'est pas seulement le fait qu'on n'y va pas chaque jour à la selle. Elle peut également comprendre moins de 3 selles par semaine ou selles dures ou fragmentées. On va le voir tout de suite. Effort important de pousser. Il y en a des gens qui vraiment ils font des exercices physiques sur la toilette. Il y en a des gens qui vont avoir une sensation d'évacuation incomplète. Donc, même s'ils ont sorti des selles, ils sentent toujours qu'ils n'ont pas. Ça va la Titi? J'espère que vous allez fermer vos microphones et vos caméras. Merci beaucoup. Aussi, sensation d'obstruction. Puis ça, c'est quand vous avez une sensation d'obstruction dans n'importe quel organe. De mon point de vue, c'est un drapeau rouge, red flag, on appelle ça en anglais, le drapeau rouge. On va faire le drapeau rouge à la fin de cette conférence parce que j'aimerais bien que vous soyez très bien informés. OK? Aussi, la nécessité des manœuvres manuelles. Vous allez dire, mais voyons donc, Lily. Oui, oui, il y en a des gens qui vont s'aider à sortir des gros fécalomes. Fécalome, c'est une masse de sel plus grande. OK, pour le sortir, ou par exemple, ils vont mettre un suppositoire de glycérine avant avant l'acte de la défécation ou rentrer leurs doigts avec des huiles d'olive, chacune avec leurs habitudes, et aussi recours fréquent aux laxatifs. OK, donc c'est ça la constipation. Maintenant, les principaux mécanismes. Pourquoi les principaux mécanismes et les causes de la constipation? Soit qu'on a un transit colique ralenti. Puis ça, c'est donné, par exemple, il y en a des gens qui vont toujours repousser d'aller à la selle
Puis le côlon, il va leur donner une sensation et il faut aller, mais là, la personne dit qu'il n'a pas de temps. Donc, le côlon, il va se calmer pour un certain temps. Il va donner une autre onde péristaltique. La personne ne va pas non plus cette fois-ci. Puis comme ça, il va se faire une habitude. Puis le transit colique va ralentir, mais aussi il y en a des personnes qui, les mouvements du côlon sont beaucoup plus lents que chez d'autres personnes. OK? Aussi, la difficulté d'évacuation ou de dysynergie du plancher pelvien. Donc, il y en a des gens qui ont de la difficulté à évacuer. Aussi, le syndrome de l'intestin irritable avec la constipation. On a, comme je vous ai dit, on a plusieurs types de syndrome d'intestin irritable avec prédominance diarrhéique, avec prédominance constipation, puis il y en a d'autres types aussi. De la déshydratation ou apport insuffisant en fibres. Et je vous dis ce soir, on va parler de fibres. Donc, soyez pas inquiets, je vais revenir pour ce sujet-là, car je sais que c'est très important pour vous aussi, puis on va aller vraiment détailler. Déséquilibre du microbiote, c'est sûr et certain que dans les moments quand les bonnes bactéries sont remplacées par moins bonnes bactéries, la formation de sel n'est pas toujours idéale. Altération du réflexe gastrocolique, donc vraiment d'éliminer. Immobilité ou activité physique insuffisante. Sachez que l'exercice a aussi le rôle de vous aider à éliminer, pas seulement de nous entraîner. Aussi, la rétention volontaire répétée de sel, ce que je viens de vous dire au début. Autre cause, c'est une alimentation pauvre en fibres, une hydratation insuffisante, puis il y en a énormément de gens qui ne boivent pas assez de liquide. Là, je ne parle pas seulement de l'eau, je parle aussi de tisane, par exemple. Des changements d'habitude ou voyage, ça, je sais qu'on a presque tous passé par là, quand on part en voyage, puis quand on sort de notre habitude, de notre habillé, automatiquement, il y en a des choses qui se changent. Le stress chronique, puis ici, j'aimerais vous parler, OK? Donc, le stress, quand on est stressé, c'est pas le parasympathique, le nerf vague qui est rentré dans l'action, mais bien le sympathique, le système nerveux qui va nous défendre. Puis quand on a ce stress chronique, automatiquement, tout notre tube digestif est stressé. Donc, qu'est-ce qui se passe? Va automatiquement réduire toutes les sécrétions. Si le parasympathique nous relaxe, puis il vient avec beaucoup de sécrétions, beaucoup d'élimination de jus pancréatique, de gastrique et tout ça, puis nous aide à éliminer puis à former de belles selles. Mais le sympathique, quand on est stressé puis on est toujours sous le nerf, vient avec la réduction totale de jus intestinal, pancréatique, biliaire, etc. La sédentarité, le vieillissement, quand le système nerveux de l'intestin ne fonctionne plus comme avant. La grossesse et variations hormonales, c'est sûr et certain que quand on a, les grossesses de derniers mois, le fœtus peut vraiment appuyer sur une partie du côlon, puis là, la constipation va arriver, ou variation hormonale, par exemple la ménopause. Le hypothyroïdie, c'est quand notre thyroïde son travail est diminué, automatiquement, toutes les fonctions de notre corps sont diminuées, donc les mouvements de l'intestin aussi. Le diabète et neuropathie autonome. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le diabète, puis les personnes n'ont même pas besoin de diabète, des fois, juste une hyperglycémie chronique il va affecter les terminaisons nerveuses de l'intestin, OK? Puis ça s'appelle neuropathie. Puis quand les terminaisons, les plexus nerveux de l'intestin est affecté, il ne fonctionne plus comme il faut. Les troubles neurologiques, les déséquilibres électrolytiques, certains médicaments comme les opioïdes, OK, qui vont diminuer les fonctions, le fer est, comme vous savez très bien, quand vous prenez de fer, la constipation peut s'installer, le calcium aussi,
tandis que le magnésium fait ramollir les selles, les antiacides contenant de l'aluminium, les anticholinergiques, certains antidépresseurs et certains antihypertenseurs. Je veux pas vous dire ça pour ne pas prendre de médicaments. Vous savez très bien qu'on n'était jamais contre à prendre des médicaments à l'académie, comme on fait en naturopathie scientifique. Puis moi et Isabelle, on était formés en sciences. Automatiquement, on n'a jamais été contre aucun médicament, on n'a jamais touché les médicaments d'une personne. La seule chose qu'on a dit, c'est vraiment, puis je vous redis ça, de vérifier tous les effets adverses des médicaments, car comme ça, vous allez pouvoir voir s'il y en a un impact sur vous de ce point de vue. Puis, c'est important de prendre des mesures pour ne pas aller d'avant avec ces effets adverses parce qu'on peut faire des choses à côté. Vous prenez toujours vos médicaments, puis on fait des choses à côté pour ne pas avoir tant d'effets adverses. Comprendre les selles, je ne veux pas insister trop ce soir. Il y en a une échelle qui s'appelle l'échelle de Bristol, que vous le voyez ici à droite. OK? Puis, il y a qui classifie les selles de point de vue de composition, de point de vue examen macroscopique en 7 catégories. On apprend tout ça dans nos cours de naturothérapie et naturopathie. Si vous voulez vraiment commencer, juste avoir une base, vous pouvez toujours commencer avec notre cours qui est le chouchou que tout le monde l'aime, le conseiller en alimentation holistique, où on parle beaucoup de choses, tout ce qu'il faut pour bien démarrer puis prendre bien soin de votre santé. Donc, il y en a cette échelle de Bristol que vous voyez, de celles très dures, par exemple, qui peuvent être, on les dit, qui rassemblent aux selles de chèvre. Par exemple, ce type de selles-là sont des selles qui manquent énormément d'enzymes dans leur formation. Aussi, il faut voir la fréquence et la consistance, la couleur et odeur, okay, la présence de mucus. Quand vous avez le mucus, sachez que le mucus, peu importe d'où ça coule le mucus, de quel orifice coule le mucus, il y en a toujours une inflammation parce que le mucus démontre que la muqueuse se défend. S'il y en a du sang, je vous suggère d'aller tout de suite voir un médecin. Le résidu alimentaire, d'habitude, on ne digère pas comme il faut. Sensation d'évacuation complète ou incomplète. Et c'est très important de tenir un journal du transit. Il y en a, moi, je éduque beaucoup les gens. Je dis, écrivez-vous ce que vous mangez pour voir comment vous réagissez. Et si je mange ça, peut-être que je suis plus constipée, mais si je mange ça, peut-être que je suis moins constipée. Okay? Donc, c'est important pour vous de vous vérifier. C'est vous que vous devrez vous connaître le mieux au monde. Personne ne doit vous connaître mieux que vous. OK, donc, le troisième concept de ce soir, le troisième problème, c'est la digestion difficile. OK? Après ça, on va revenir avec bien sûr, avec les solutions naturopathiques, comme je vous ai habitué déjà. Mais la digestion difficile, c'est le troisième sujet. Comment se manifeste-t-elle? C'est la lourdeur après le repas. C'est une satiété précoce, des éructations, la nausée, le reflux, la somnolence postprandiale, les douleurs ou brûlures épigastriques. Qu'est-ce que ça veut dire épigastrique ici? Entre les seins, en dessous du sterne. Puis ça, quand vous voyez une douleur comme ça, épigastrique, puis vous, c'est une douleur intense et vous l'avez plus jamais eu, moi, je vous suggère d'aller voir un médecin parce que des fois, il peut être confondu avec la crise du cœur. Donc, c'est bien important ça. Ça peut être un drapeau rouge. Sensation que les aliments restent dans l'estomac, puis l'estomac ne peut pas vider. OK, mauvaise tolérance des aliments gras. Ça veut dire que votre pancréas ne synthétise pas assez de lipase. Sels grasses flottantes ou difficiles à nettoyer. Il y en a des sels qui collent,
qui vont coller sur la toilette, qui vont coller sur vos fesses, vont coller sur les papiers toilettes. Puis ça veut dire qu'il y en a beaucoup de gras que vous n'avez pas digéré. Les mécanismes possibles de la digestion difficile, c'est une mastication insuffisante. C'est sûr et certain que si on a des problèmes de dentition, si on a des problèmes qu'on ne mange pas assez, mais là, on va avaler des morceaux entiers des aliments. Une dyspepsie fonctionnelle, pratiquement ce que je viens de vous décrire avant, quand on ne peut pas éliminer, vider l'estomac et tout ça avec des douleurs, des crampes, tout ce qui arrive. Sécrétion gastrique inadaptée. La plupart des gens pensent qu'ils ont trop d'acide dans l'estomac, mais en réalité, je ne veux pas dire ça que c'est tout le monde comme ça, là. Je ne veux jamais généraliser quoi que ce soit. Mais actuellement, il y en a beaucoup de gens qui n'ont pas assez d'acide. Puis, on peut faire des tests pour voir ça, mais il faut vraiment les faire avec une surveillance. Le reflux gastro-œsophagien, le vidage gastrique ralenti quand on a la sensation qu'on a mangé depuis 4-5 heures puis notre estomac n'est pas encore vide. Repas trop riches ou trop volumineux, mauvaise digestion de graisse, troubles biliaires ou calcul biliaire, insuffisance d'enzymes pancréatiques, comme je vous ai dit, dysbiose et fermentation excessive, hypersensibilité viscérale puis dérèglement de l'axe intestin-cerveau. Alors, dans la naturopathie, je veux saluer encore tout le monde. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Donc, on va toujours chercher la cause avant de traiter le symptôme. OK? Donc, c'est pour ça qu'une consultation en naturopathie, il y en a des gens qui vont dire, oh my God, il m'a interrogé Liliana sur tous les côtés. Alors, l'interrogation naturopathique, ça veut dire moment d'apparition de symptômes, relation avec le repas, aliment déclencheur, qu'est-ce qui se passe si vous mangez ça ou qu'est-ce qui se passe si vous mangez une autre chose, fréquence et aspect de sel, médicaments et compléments utilisés. On veut tout savoir en naturopathie, on ne vous lâche pas du tout. Niveau de stress et qualité du sommeil, activité physique, antécédents digestifs, endocriniens ou métaboliques, chirurgie abdominale, changements hormonaux, consommation d'alcool, de café et de boissons gazeuses. Comme je dis là, on veut tout savoir. Donc, l'approche naturopathique doit être progressive. Pourquoi? Quand on parle vraiment de ballonnement, de constipation et de digestion difficile. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas tout régler d'un coup. Puis, on ne peut pas changer le microbiome tout d'un coup. Ça prend des mois et des mois. Pourquoi? Parce que les gens ont certaines habitudes alimentaires, puis ont des problèmes annexes. Puis quand on a des problèmes annexes, mais des fois, par exemple, il faut vraiment, par exemple, je ne sais pas, moi je vous donne un exemple, rééquilibrer la glande thyroïde, puis après ça, ça va mieux aller la digestion, puis on va diminuer la constipation, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on va toujours s'orienter vers la cause. Sachez que des fois, on ne peut pas savoir la cause. Des fois, on va dire, mais écoutez, on ne sait pas. Puis, il y en a des gens qui disent, mais Liliana, quelles sont les bactéries qui poussent? Pourquoi ça pousse? Parce que les bactéries, chacune de nous a son propre microbiome en fonction de nos habitudes alimentaires, en fonction de ce qu'on mange. Puis là, ce qu'on a mangé depuis, on ne peut pas changer un microbiome d'aujourd'hui au lendemain, car on mange comme ça depuis toute notre vie. Alors, c'est pour ça que je préfère aller par les étapes. Puis la première étape, c'est de restaurer les bases de notre santé intégrative, les bases de notre santé digestive intégrative. Premièrement, prendre le repas dans le calme. Si vous mangez toujours avec du stress, OK, mais vous ne pouvez pas synthétiser le jus nécessaire. Pourquoi? Parce que le sympathique a pris le rôle de parasympathique.
a pris la place de parasympathique. Puis là, si vous ne vous calmez pas, puis si vous mangez toujours étant stressé, on ne va pas résoudre grand-chose. C'est bien, on va vous donner des enzymes, mais ce n'est pas une solution de prendre des enzymes toute votre vie. OK? Manger assis et ralentir le rythme. Je me rappelle toujours que mon père mangeait toujours debout. Donc, il faut vraiment s'asseoir, mastiquer suffisamment. Quand quand vous mangez avec votre famille ou vous mangez avec votre conjointe, euh, euh, dites à l'autre de vous tenir, de compter combien de fois vous marchez. Parce que des fois, on ne s'aperçoit même pas comment on avale vite. OK? Vraiment de compter. Évitez les repas très volumineux. C'est mieux de manger moins de gros repas, de repas en plus petite quantité puis plus souvent. C'est sûr et certain que si vous mangez plus souvent, vous activez chaque fois la digestion, le processus de digestion, mais des fois, ça va bien, ça. Respectez la sensation de faim et de la satiété. Mais si vous n'avez pas faim, ne mangez pas de gros repas. OK? Chacune de nous, par exemple, moi, je ne peux pas manger de grandes quantités. Je ne suis pas une grande mangeuse. Je suis gourmande, mais je ne mange pas de grosses portions. Je ne suis pas capable de manger de grosses portions. Établir des horaires réguliers. Pourquoi? Parce que votre organe, n'oubliez pas que votre système digestif a un système nerveux. Puis lui, il est exactement, vous avez fait des réflexes conditionnés. Lui, il va savoir, hey, c'est 9 heures, lui mange. Ou, dans mon cas, à 11h30, par exemple, moi, je mange 2 fois par jour. À 11h30, mon estomac me dit, hey, je suis vide, j'espère que tu n'as pas oublié de moi. Il me le dit déjà. Parce qu'il sait, c'est 11h30, Lily va manger. Donc, c'est bien important de respecter vos horaires. Réduire les boissons gazeuses. Ça, c'est vraiment important. Puis, s'ils sont sucrés en plus, car les boissons gazeuses, pas seulement qu'elles vous apportent de gaz, mais ils vous apportent aussi du dioxyde de carbone qui vont chercher le calcium. Évitez de s'allonger immédiatement après le repas. Au contraire, faire une courte marche après le repas. Pourquoi? Parce que quand vous mangez, automatiquement, avec l'estomac va se vider aussi. OK? Donc ça, c'est bien important de prendre des petits gestes, mais qui valent la peine puis qui vont vous changer les habitudes. Alors, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on va parler des fibres. Les fibres, c'est un sujet tellement connu aujourd'hui, puis les gens vraiment ne comprennent pas l'importance des fibres. Une personne doit consommer au alentour de 50 grammes de fibres par jour. Je pense que je vous ai fait une vidéo, euh, comme Facebook efface toutes les lives, toutes les réels après 30 jours. Je ne sais pas si c'est sur Facebook, mais c'est sûr et certain, c'est sur YouTube. Puis je vous ai dit que si vous mangerez assez de fibres, le cholestérol n'arrivera pas sur nos artères. Pourquoi? Parce qu'il y en a 3 stations avant qui arrivent sur les artères. Puis la première station, c'est l'intestin. Donc, si on aura assez de fibres, le cholestérol va être éliminé parce que notre cholestérol sur les artères, c'est le cholestérol de notre alimentation. Donc, les personnes aujourd'hui mangent très peu de fibres, à l'entour de moins de 20 grammes par jour. Puis, on doit manger plus que 50 grammes par jour. Nos ancêtres mangeaient à presque 100 grammes de fibres par jour. Mais même avec les fibres, aujourd'hui, on doit faire attention car il y en a beaucoup de gens qui mangent des fibres puis ils ne savent pas que c'est les fibres qui font mal. Puis on va voir pourquoi. Donc, d'habitude, le manque de fibres, c'est la constipation, l'hypercholestérolémie, l'athérosclérose, le cancer intestinal, etc. OK, mais on va voir pourquoi. La deuxième étape, c'est d'adapter les fibres parce que ce n'est pas tout le monde qui peut prendre les mêmes fibres.
C'est en fonction de leur organisme, en fonction de leur système nerveux, en fonction de ce qu'ils mangent. Puis, dans le moment quand les gens commencent à intégrer les fibres dans leur alimentation, ils vont avoir beaucoup de gaz et beaucoup de ballonnements. C'est pour ça qu'il faut aller doucement. Donc, on a des fibres solubles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des fibres qui vont absorber l'eau puis vont enfler, vont prendre du volume. Les fibres insolubles, ça, c'est des fibres qui ne sont pas digérées, puis leur rôle, c'est vraiment de bouger l'intestin. Les fibres fermentacibles, on va voir, qui vont fermenter et les mucilages. Donc, quatre catégories de fibres, mais la plus grande classification, c'est les fibres solubles et insolubles. Maintenant, les fibres solubles, donc les fibres qui vont absorber l'eau, sont les pectines qui se retrouvent dans les pommes, les poires, les agrumes, les coingles, les prunes, les abricots, les carottes et les betteraves, les bêta-glucanes qui se retrouvent dans l'avoine, le son d'avoine, l'orge, la levure et certains champignons. Alors, vous savez très bien que nous, à l'Académie, on a adopté un régime anti-inflammatoire, sans gluten, sans produits laitiers. Moi et Isabelle, on fait ça depuis très longtemps, depuis 2010. Donc, le régime de Dr. Senialé. Moi, je vous ai mis dans cette conférence aussi des céréales, mais on n'est vraiment pas les adeptes des céréales. Donc, l'inuline que j'adore, qui se retrouve dans la racine de chicorée. Moi, comme je ne consomme plus de café depuis des années, là, je prends de la chicorée. Dans le topinambour, oh my God, quand les gens commencent à manger le topinambour, ils me disent, Lily, je ne sais plus quoi faire, j'ai des gaz partout, je peux aller nulle part. C'est pour ça qu'on y va très doucement. L'ail, l'oignon, le poireau, l'asperge, l'artichaut et la racine de pissenlit. Donc, comme vous pouvez voir, l'inuline se retrouve dans les légumes amers. On va voir les légumes amers bientôt aussi. Les fructo-oligosaccharides qui se retrouvent dans la chicorée, dans le topinambour et tout ce que vous voyez ici. Le galacto-oligosaccharides qui se retrouvent dans les légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots, les pois et le soya. Les gommes qui se retrouvent dans les gommes de goire, de caroube et de fenugrec. Les mucilages qui se retrouvent dans le psyllium. Moi, je suis désolée, moi, je ne suis pas d'accord avec le psyllium. J'ai vu trop de troubles de constipation pour la cause de psyllium. Le psyllium absorbe 40 fois son poids en haut. Puis, comme ça, de toute façon, les gens ont de la misère à boire assez de liquide. Donc, s'ils prennent de psyllium, ces gens-là sont d'habitude très déshydratés. Puis, ils vont développer une constipation. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment déshydratés totalement à l'intérieur avec une consommation chronique de psyllium. Les graines de lin, j'adore. Les graines de chia, les graines de basilic, le gombo, wow, ça c'est le meilleur prébiotique. L'aloe vera. Les arabinoxylanes solubles qui se retrouvent dans le seigle, le blé, le son de blé, l'orge, le psyllium. L'amidon résistante qui se retrouve dans les bananes vertes, les légumineuses, l'avoine, ainsi que dans les pommes de terre, de riz et de la pâte cuite, puis refroidie. Aussi, on a les fibres insolubles, qui c'est la cellulose, qui se retrouve dans le son de blé, les céréales complètes, la peau des fruits et des légumes, le chou, les haricots verts, le céleri, les carottes, les noix et les graines, pratiquement tout ce qui est fibreux. Le hémicellulose insoluble. OK, la lignine qui se retrouve dans les graines de lin, les graines de sésame. Les femmes qui souffrent d'ostéoporose, le sésame, c'est votre plus fort allié. Les légumes matures, les haricots verts, les aubergines, la peau des fruits et les céréales complètes. La chitine qui se retrouve dans les champignons, aussi dans la carapace des crustacés, le chitosan qui se retrouve dans certains compléments alimentaires. Donc, pratiquement, voici les fibres solubles et insolubles. Maintenant, donc, c'est d'adapter les fibres pour la personne. Pourquoi? Parce qu'il faut augmenter progressivement les fibres pour que la personne s'habitue puis qu'il n'a pas beaucoup de symptômes qui ne sont pas vraiment du tout agréables. Aussi, adapter la quantité à la tolérance, accompagner les fibres d'une hydratation suffisante.
Mais vous ne donnez pas de fibres à une personne qui ne boit pas, hein. C'est vraiment pas possible ça, si vous allez faire des blocages au niveau de l'intestin. Évitez l'ajout massif de fibres en présence d'une obstruction. On va voir les fibres ont des contre-indications, on va les voir tout de suite, ou d'une constipation sévère non évaluée. Quand vous avez une constipation sévère, puis vous ne savez pas pourquoi elle est là, c'est bien important, c'est une red flag, puis il faut aller voir la médecine. OK, pour faire les investigations nécessaires. Donc, voilà ici ce que vous voyez sur cette image, c'est que ici, par exemple, c'est le flux. Et bien sûr que c'est une image qui n'est pas... ici, il n'existe plus les bactéries pour que vous les voyez comme il faut. C'est vraiment une muqueuse, en guillemets, lavée, puis en santé, qui est dans l'intestin, puis dans la colonne, ça n'existe pas. Mais pour que vous compreniez bien, ça, c'est une muqueuse en santé, puis ça, c'est une muqueuse enflammée. Puis vous voyez ici la quantité de mucus. OK? Puis ici, vous voyez comment elle est inflammée. Puis ici, c'est possible même que c'est un caillou de sang. Donc, on a des contre-indications et précautions pour les fibres alimentaires. C'est pour ça qu'il y en a énormément de gens qui disent, quand on fait des réels, est-ce que c'est bon ça? Est-ce que c'est bon ça? Pouvez-vous me donner des conseils? Moi, personnellement, après la pandémie, avant, je donnais des conseils avant. Des conseils, pas des conseils super personnalisés, mais quand même des conseils que je donnais aux gens. Mais après la pandémie, je ne peux plus donner de conseils, même si les gens posent des questions en dessous de vidéos. Pourquoi? Parce que je ne connais pas la personne, je ne connais pas ses problèmes de santé, je ne connais pas ses allergies, je ne connais pas les médicaments, je ne connais pas ses intolérances. Je ne connais pas les diagnostics associés. Je ne connais pas son style de vie. Pratiquement, les problèmes de santé des gens aujourd'hui sont tellement complexes, puis des fois tellement graves que la personne s'aperçoit même pas qu'il y a un problème grave. Donc, les fibres sont contre-indiquées en cas d'occlusion ou sub-occlusion intestinale. OK? Par exemple, si vous avez des inflammations sur les intestins ou si vous avez une tumeur, même si elle est bénigne, OK? Sauf si toutes ces contre-indications ne s'appliquent pas si votre médecin dit autrement. Mais moi, je vous l'ai dit maintenant du point de vue naturopathie. Si vous avez une sténose digestive, sténose, c'est comme une obstruction, mais on utilise le mot occlusion pour l'intestin, puis on utilise le mot sténose, par exemple, pour l'estomac ou pour l'esophage. Donc, en cas de rétrécissement de l'esophage, si vous avez par exemple de reflux gastrique continu depuis des années, c'est possible qu'à l'entrée de l'esophage dans l'estomac ou même sur le trajet de l'esophage, tenir compte que le reflux acide monte de plus en plus, c'est possible que vous fassiez des sténoses. Donc, rétrécissement. De l'estomac ou de l'intestin, les fibres grossières et les compléments gonflants peuvent provoquer une obstruction. Donc, c'est très important de voir vraiment si la personne, pourquoi la personne a qu'est-ce qu'elle a. Le fécalome, mais quand la personne vient chez vous puis il dit, ben, ou si vous avez des fécalomes, si vous faites des fécalomes, c'est des gros sels comme ça, des gros sels que vous éliminez, mais vous ne prenez pas de fibres. Car ça veut dire que les fibres vont s'accumuler par-dessus des fécalomes puis vous allez bloquer. Aussi, si on a de dysphagie, donc on ne peut pas avaler, OK, ou des troubles de déglutition, on n'utilise pas de fibres. Si vous avez une douleur abdominale aiguë inexpliquée, c'est un drapeau rouge, vous allez chez le médecin. Je parle sérieusement. OK? Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas pourquoi elle est là, pourquoi elle est devenue. Il peut être vraiment une torsion de l'anse intestinale qui se représente une urgence médico-chirurgicale, puis vous devrez aller en urgence. OK? Poussée inflammatoire intestinale sévère, par exemple, dans la maladie de Crohn, dans la réacutisation de maladie de Crohn, de rectocolite hémorragique ou de la diverticulite aiguë, les fibres ne sont pas indiquées parce qu'ils peuvent aggraver
temporairement les douleurs, la diarrhée et l'irritation. Si vous avez de la diarrhée, mais vous ne prenez pas de fibres, si vous avez certaines interventions digestives récentes, par exemple, je ne sais pas moi, vous venez d'être opéré pour la cause de, je ne sais pas moi, des polypes ou pour la cause d'un ulcère, mais vous ne prenez pas de fibres. Si vous avez une gastroparésie sévère, ça veut dire que votre estomac est très paresseux, il est comme en paralysie, mais pas en paralysie vraiment, il vide très, très, très difficilement. Mais vous ne prenez pas de fibres pour gonfler encore plus, puis lui, pauvre lui, ne peut pas éliminer. Dans le cadre de la diarrhée, ici il dit diarrhée aiguë importante, mais moi je vous dis, dans le cadre de la diarrhée, on ne donne pas de fibres. Pourquoi? Parce que les fibres accélèrent. Leur rôle, c'est d'accélérer, de grandir le volume de sel, puis d'accélérer les transits intestinaux. Donc, voyez-vous combien de contre-indications on a. C'est pour ça que pour nous, à l'Académie, c'est très important l'éducation. Le syndrome d'intestin irritable, vous allez dire, mais Liliana, à moi, ça me fait très bien des fibres. Oui, il y en a des personnes, comme je vous ai dit, il y a 4 types de syndrome d'intestin irritable. Il y en a des personnes qui les fibres sont une bénédiction, il y en a d'autres qui tolèrent rien. Le SIBO ou la fermentation intestinale excessive, quand la personne vient avec des gros bédaines, mais on n'utilise pas de fibres en plus, imaginez. Une hydratation insuffisante, mais si moi je vous donne des fibres puis vous buvez pas assez d'eau, ça risque de se bloquer. Et interaction avec les médicaments et avec les suppléments. Quand vous prenez des fibres, là je parle vraiment de suppléments de fibres, ok? Je ne parle pas de bouffe ici, je parle vraiment de suppléments de fibres. Vous devrez les prendre 3 heures avant ou après les médications et les suppléments. Pourquoi? Parce que les fibres vont gonfler, puis vont absorber les principes des médicaments, puis les nutriments des suppléments. Puis vous n'allez pas avoir les bénéfices des médicaments et des suppléments. Donc, c'est bien important de voir, de comprendre que les fibres ont des contre-indications aussi. La troisième étape, c'est améliorer l'hydratation et le transit. Donc, répartition de l'eau pendant la journée. Chaque fois, moi, je me suis habituée de boire. Ce que vous voyez ici, c'est ma deuxième bouteille pour aujourd'hui. Donc, le matin, quand je me réveille, première chose que je fais, c'est de boire. Moi, je ne bois pas de l'eau avec du citron car mes dents sont sensibles. Mais je prends toujours soit un thé noir organique, soit un thé vert, soit un thé oolong. OK? Chaque jour, je varie. Aujourd'hui, thé noir, demain, thé vert, après ça, thé oolong. C'est comme ça que je les varie. Puis, je mets le thé dans 700 ml d'eau, puis ça, jusqu'à 9h30, 10h, je l'ai fini. Après ça, je bois un verre d'eau. Si vous ne me croyez pas, tout est ici, hein, et c'est tout à côté de moi, tout au alentour de moi pour que je les vois. Pourquoi? Si je ne les vois pas, je veux tellement rentrer dans tout ce que j'ai à faire, les cours, les étudiants, répondre, tout ça, que j'oublie de moi-même. J'oublie carrément. Alors, je les tiens. Puis ça, ce que vous voyez ici, c'est mon boisson d'électrolyte avec de rhodiola, avec le thé noir, thé blanc et thé vert. OK, c'est une boisson adaptogène que j'utilise toujours après, à partir de 2 heures après-midi. C'est à peu près 2 litres d'eau que je bois jusqu'à 8h, 9h le soir, car je ne peux pas me coucher avant 11h, minuit. D'habitude, vous allez dire, Lily, tu te couches trop tard. Oui, mais je me réveille aussi vers 9h. J'étais toujours une fille de nuit, moi. Puis, je m'assure que je bois au moins 3 litres, 3 litres et demi de liquide par jour, car j'étais toute ma vie constipée. Aussi, boire boisson tiède le matin selon la tolérance. Voyez-vous, moi, je bois le thé vert. Ne pas retenir le besoin d'aller à la selle. Le moindre honte que vous avez senti que vous allez à la selle, courez, allez-y directement, vous allez habituer votre cerveau puis votre intestin. Et il s'est mis sur la toilette, je vais commencer à vider. Position physiologique avec un petit repose-pied. Ceux que vous ne pouvez pas avoir une bonne défécation,
OK? Il y en a sous les repose-pieds ou un petit banc comme ça. Mettez les pieds par-dessus, puis là, vous allez rester sur la toilette dans la position accroupie. Puis quand vous êtes dans cette position-là, le rectum va vider beaucoup plus facilement. Activité physique quotidienne, massage abdominal doux, mais si vous faites ça, il faut toujours le faire de droite à gauche. OK? Que vous suivez le trajet du côlon, que vous ne faites pas comme ça. OK? Non. En haut, donc on part de l'appendice vers le haut, après ça transverse, puis on va descendre. Vous allez suivre le côlon. Puis exercice respiratoire diaphragmatique. Pourquoi? Parce que quand vous expirez profondément, le diaphragme descend, puis automatiquement va monter la pression dans la cavité abdominale, puis va pousser le cerf. OK, bon. Donc, ça, c'est bien. Maintenant, quatrième étape, réduire la fermentation excessive. Donc, vraiment, ici, vous voyez sur l'image, ici, comment le pH varie tout au long de notre tube digestif et aussi qu'est-ce qu'on produit comme gaz. Donc, si vous voyez dans l'intestin, on produit spécialement du dioxyde de carbone, mais dans l'intestin grêle, mais plus on avance dans le côlon, plus on y va vers le méthane. C'est pour ça que les sels cessants viennent des fois avec des PET, avec un senteur de méthane. Donc, qu'est-ce que vous devrez identifier? Comment vous allez réduire la fermentation excessive? Pratiquement, vous allez identifier les aliments réellement déclencheurs. Vous allez tenir un journal. Vous ne devrez pas tenir ça pour longtemps, une semaine, 2 semaines, puis voir votre organisme comment il réagit. Évitez les exclusions alimentaires multiples sans stratégie. Il y en a des gens qui disent, je ne mange plus ni de ça, ni de ça, ni de ça, ni de ça, car je ne sais plus à quoi j'interagis. Non, il faut que vous les fassiez superviser par un naturopathe, par exemple, qui est bon dans l'immunoalimentation anti-inflammatoire, puis qui sait comment vous les sortir, puis comment vous allez les réintroduire pour voir vraiment si ça fait votre affaire ou non. Réduction temporaire et structurelle de FODMAP, on va les voir tout de suite. Phase de réintroduction obligatoire pour certaines, pas pour toutes. Pas pour tous les aliments. Par exemple, le gluten, vous ne devrez pas, si ce n'est pas tout le monde qui va les réintégrer. Moi, je ne l'ai pas réintégré depuis 16 ans. Adapter les légumineuses, les crucifères, l'oignon et l'ail à la tolérance. Il y en a des gens qui ne peuvent pas manger, par exemple, de l'oignon et de l'ail pour la cause de leur estomac. Vérifier la tolérance au lactose, au gluten et au fructose. Privilégier temporairement certains aliments cuits. Si vous avez trop de gaz, mais vous n'allez pas manger de fruits crus ou des légumes crus parce qu'il va avoir de nouveau plein de gaz. Donc, on va éliminer pour une certaine période les fruits, on va les réintroduire après, mais on va les éliminer, puis on va vous donner des aliments cuits. Par exemple, on peut recommander des aliments cuits à la vapeur. Puis éviter les polyols présents dans certains produits sans sucre. On va les voir tout de suite. Alors, quand je parle des intolérances alimentaires, je ne parle pas seulement de gluten, OK? Parce que comme vous pouvez voir, il y en a plusieurs intolérances ici. Il y en a 4 catégories qui peuvent vous donner des gaz. Le gluten, les agglutinines, le FODMAP, puis les inhibiteurs d'amylase trypsine. Tout ça se retrouve dans les céréales, spécialement, OK? Alors, je vous rappelle les signes que vous pouvez avoir une sensibilité au gluten. Attention, sensibilité au gluten, ça ne va pas vous dire cœliaque. OK? 80% des cœliaques ne sont pas diagnostiqués car ils ne présentent plus les signes que moi j'ai appris dans l'université de médecine. Maintenant, les maladies sont vraiment, des fois, sont très floues, puis très complexes, comme je vous ai dit. Donc voilà, on a la sensibilité au gluten cœliaque, puis la sensibilité au gluten non cœliaque. Donc ici, ce que le professeur Antonio Caroccio de l'Université de Palermo dit, les symptômes gastro-intestinaux sont des douleurs abdominales, là on parle de sensibilité au gluten, gaz, constipation ou diarrhée, nausées, vomissements, fissures anales, spasmes intestinaux, mais aussi s'ajoutent pensées floues, fatigue, mal de tête, dépression, engourdissement dans les mains et les pieds, asthénie, problèmes de sommeil, troubles de l'humeur,
eczéma, irritation cutanée, douleurs musculaires et articulaires, anémie. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de gens j'ai découvert avec du sang dans les selles pour la cause du gluten, perte ou gain de poids, rétention d'eau, cystite interstitielle, problème du cycle menstruel. Puis ça, c'est seulement une partie, parce que je peux continuer encore une slide de même. Donc voilà, c'est ça qu'il faut qu'on regarde ensemble. Mais on regarde ensemble, que vous regardez premièrement. Parce que comme je vous ai dit, c'est vous que vous devrez connaître vraiment bien votre corps. OK. Après, le FODMAP, parce qu'on a dit qu'on va parler de FODMAP. Qu'est-ce que ça veut dire FODMAP? Ça veut dire que ça fait partie des aliments qui contiennent des aliments qui font fermenter, fermentacibles, des fibres sous forme de glucides complexes. Les fibres sont des glucides complexes, comme les oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et les polyols. Puis tout ça, comme vous pouvez voir, se retrouve dans certains fruits et légumes, et aussi dans les céréales et dans les légumineuses. OK? Donc, se retrouve un peu partout. Par exemple, les fructanes, vous les trouvez dans les blés, le seigle, l'orge, l'ail, l'oignon, le poireau, l'échalote, l'artichaut, l'asperge, la chicorée, le topinambour. Les galacto-oligosaccharides, vous les trouvez dans les légumineuses. La lactose dans les produits laitiers. La fructose en excès dans tout ce qui vient sucré. Même s'ils sont des fruits. OK? Même s'ils sont des jus naturels, ça retrouve la fructose. Et les polyols comprennent le sorbitol, le maniol, le manitol, je m'excuse, le xylitol, le maltilol, l'isomalte, qui se retrouvent dans certains fruits et légumes ainsi que dans les gommes à mâcher, les bonbons et les produits sans sucre. Donc, comme vous pouvez voir, c'est pour ça que moi je dis alimentation à indice glycémique bas. Parce que quand on coupe le sucre, ça règle beaucoup de troubles. La cinquième étape, c'est soutenir la digestion haute. Ça veut dire portion plus petite, quelle quantité rentre dans l'estomac lorsque la digestion est lente. Répartition adaptée des lipides, donc vous ne donnez pas de repas, même s'ils sont petits, vous ne donnez pas de repas pleins de graisse. Parce que ça, c'est le plus difficile à digérer pour l'organisme s'il a des problèmes de même. Puis, on va prendre des plantes amères avant le repas. On va les voir tout de suite lorsqu'elles ne sont pas contre-indiquées. Enzymes digestifs uniquement selon le mécanisme suspecté. Pourquoi? Parce que si vous avez une inflammation, là je parle vraiment parce que je sais qu'il y en a beaucoup de gens qui prennent des enzymes. Mais si vous avez des gastrites, si vous avez de colites, prendre des enzymes, sauf si votre médecin vous l'a indiqué, mais prendre des enzymes, ces enzymes-là peuvent encore vous faire mal parce qu'ils vont digérer même votre muqueuse qui est inflammée. Prudence avec les produits acidifiants en cas de reflux, d'ulcère ou de traitement médicamenteux. C'est pour ça que je vous dis que la situation aujourd'hui des gens, c'est très complexe. Donc, les aliments amers favorables à la digestion sont les légumes feuilles amères comme l'endive, la chicorée, la roquette, le radicchio, le pissenlit, la moutarde verte, le cresson, le chou frisé et les feuilles de navette. Les légumes amers comprennent l'artichaut, l'asperge, le brocoli, le chou de Bruxelles, le chou, le céleri et le concombre avec sa peau. Les agrumes amers, puis là, vous savez déjà, les pamplemousses, le pomelo, le citron et l'orange amer. Le zeste blanc situé sur l'écorce est particulièrement amer et très, très, très bon pour la santé. Les plantes aromatiques et les épices amères, le gingembre, le curcuma, le fenugrec, le romarin, le thym, la sauge, l'origan et le grain de cumin. Les plantes médicinales amères, le pissenlit, la racine de pissenlit, les feuilles d'artichaut, la gentiane, la petite centaurée, l'absinthe, l'achillée millefeuille, la maroubée blanc et le chardon marien, puis les boissons et autres aliments amers comprennent le café, le cacao pur, non sucré, le chocolat noir à forte teneur en cacao, le thé vert, certaines infusions végétales et olives. Attention avec les interactions avec les médicaments pour les plantes. Je parle vraiment de ça, OK? Donc, les plantes, faites attention, il faut voir si vous prenez des médicaments pour ne pas y avoir des interactions.
Donc, la sixième étape, agir sur l'axe intestin-cerveau, respiration lente avant le repas, gestion du stress, super important, sommeil régulier, relaxation et méditation, yoga ou activité physique douce, soutien psychologique en présence d'anxiété digestive. Pourquoi? Parce que comme vous voyez sur cette image-là, il y en a l'axe entre l'intestin et le cerveau et rééducation du plancher pelvien en cas de trouble de l'évacuation. Et j'ai quelques mots sur les probiotiques et les prébiotiques. C'est pas pour tout le monde, ça. OK? Par exemple, les gens qui souffrent qui sont sur les immunosuppresseurs ou les gens qui ont un état d'immunosuppression, ils ne peuvent pas prendre des bactéries parce que ce sont des bactéries pareilles. C'est toujours comme ça. Il faut vraiment que vous voyez avec votre médecin si vous prenez des médicaments pour l'immunité. Donc, importance des choix des souches. Vous voulez des probiotiques de qualité qui sont des formateurs de colonies. Vous ne voulez pas des probiotiques transitoires. Il faut savoir la différence entre probiotiques et prébiotiques. Les prébiotiques sont ceux qui donnent font le réseau pour l'installation de probiotiques. Possibilité d'aggravation temporaire des gaz si vous prenez des prébiotiques et des probiotiques. Prudence en présence de SIBO ou d'une sensibilité importante. Là, quand vous avez des SIBO, vous ne prenez pas n'importe quoi. Évaluer les effets avec une période définie, puis éviter d'accumuler plusieurs produits simultanément parce qu'on ne sait plus qui fait affaire ou qui non. Mais comme je vous ai dit, le premier pas super important, c'est de couper le sucre. Donc, une alimentation à indice glycémique bas, puis là, on va répartir bientôt le programme REPI, la programmation épigénétique alimentation à indice glycémique bas. Puis je sais que vous avez tellement aimé ce programme-là. OK? Donc, c'est la pierre angulaire de la santé digestive. Aussi, c'est quoi l'exemple d'une journée favorable à la digestion? Donc, rituel matinal d'hydratation, donc prenez des tisanes, repas réguliers et portions adaptées, légumes principalement cuits au début, si l'intestin est sensible, fibres solubles introduites progressivement, marche de 10 à 15 minutes après le repas, temps calme et respiration avant de manger, routine d'évacuation à heures régulières et un sommeil suffisant. Alors, c'est quoi les drapeaux rouges? Quand consulter rapidement la médecine conventionnelle, quand vous avez du sang dans les selles ou les selles noires, si ce sont les selles noires, pas parce que vous avez, je ne sais pas moi, vous avez mangé des betteraves, non. Les selles noires, quand, par exemple, il y a une forte senteur aussi, puis aussi sont comme le restant du café. Mais si vous voyez de sang ou des selles noires de même, il faut aller vraiment vite en médecine conventionnelle. Amaigrissement involontaire, anémie inexpliquée, vomissement persistant ou diarrhée persistante, fièvre, douleur abdominale intense ou nocturne. Donc, donc, quand vous sentez une douleur abdominale persistante ou même aiguë, lancilante, qui n'était pas là, allez consulter. Abdomen très distendu avec absence de sel et de gaz. Vous pouvez avoir un blocage, puis ça représente une occlusion, ça représente une urgence médico-chirurgicale. Écoutez-moi bien, je travaille sur les soins intensifs, c'est vraiment important. Difficulté à avaler, que vous avez de la jaunisse, changement récent et persistant du transit, symptômes apparaissant soudainement chez une personne plus âgée, antécédents personnels ou familiaux du cancer digestif, différents types de cancer digestif, puis constipation ou ballonnement qui ne répond pas aux mesures habituelles. Donc ça, c'est vraiment important d'aller voir, de consulter le plus vite possible. Puis la dernière chose, puis avec ça, je vais finir, c'est de prendre des suppléments. Comme vous savez, nous, on aime la qualité. On a toujours aimé la qualité de l'information, la qualité des études, la qualité de l'école, la qualité de l'alimentation, la qualité des amis, la qualité des suppléments aussi.
car la qualité, ça se paye. Puis la qualité donne des résultats. Puis la qualité va la peine parce que vous êtes des gens de qualité. Ça, c'est mon but. Même la voiture que je choisis, c'est important d'avoir la qualité. Parce que, pourquoi? Parce que je veux, comme je suis une fille qui voyage beaucoup, je n'aime pas me réveiller avec que je suis à côté de la route. Donc, les suppléments, ce que nous, on recommande pas seulement une compagnie, on recommande plusieurs compagnies, mais tous sont des suppléments haut de gamme puis super certifiés. C'est seulement les certificats qui vous donnent des garanties que ce que vous avez sur l'étiquette se retrouve dans la pilule, puis c'est que vous n'avez pas de métaux lourds, d'ingrédients non désirés. Par exemple, le Consumer Lab, il teste contre les pesticides, contre les OGM, contre les contaminants, contre les phtalates, contre tout ce qui est toxique. Le NSF cherche pour les normes de bonne qualité de fabrication et pour le sport. Le USP, United States Pharmacopeia, sont des produits extrêmement de qualité car vraiment sont des produits qui se retrouvent dans la pharmacopée de médecine. Et Informed Choice, c'est pour les athlètes de haut niveau, une certification de haut niveau. Alors, je me suis permis de vous faire une liste. Bien sûr, ça, c'est une liste généralisée. Ce n'est pas du tout personnalisé. OK? Pourquoi? Parce que, comme je dis dans la conférence, mais je ne connais pas tout votre background, je ne connais pas votre organisme. Par contre, je vais vous donner une liste de ce que je pense que vous devrez prendre pour maintenir votre bonne santé intestinale. Des minéraux et des multivitamines, on n'a pas discuté aujourd'hui des carences, car je l'ai fait dans toutes les autres 10 conférences. Je ne me rappelle même pas combien, ça je pense que c'est la 10e. Donc, écoutez les autres conférences qui sont sur YouTube. Notre chaîne s'appelle Zone de mieux à mieux. La vitamine D naturelle qui vient de l'anoline, ça c'est super important pour maintenir votre muqueuse intestinale en santé et votre système immunitaire en santé. Chaque cellule, mais pas chaque cellule, mais la plupart des cellules de la muqueuse intestinale qui constituent la muqueuse intestinale ont sur leur surface des récepteurs pour la vitamine D, des oméga 3 qui sont très forts comme anti-inflammatoires. Il y a quelqu'un qui a le micro ouvert. OK, d'oméga 3, certifiés qu'ils ne contiennent pas de métaux lourds, s'il vous plaît, des probiotiques adaptés pour vous, des fibres s'il faut, des enzymes seulement s'il faut. Bonsoir, juste un instant, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui a allumé la caméra. Pouvez-vous, s'il vous plaît, fermer la caméra? Merci. Je ne sais pas c'est qui. Merci. OK, donc des enzymes pour mieux digérer si vous n'avez pas de contre-indication, les fibres si vous n'avez pas de contre-indication, puis la silimarine qui va vous aider pour la production de la bile, puis pour évacuer le mieux le foie et la vésicule biliaire. Alors, mes amis, c'était ça pour aujourd'hui. C'était notre dernière conférence des mardis anti-inflammatoires. Soyez pas tristes parce que nous, moi et Isabelle, on va venir vers vous avec d'autres choses extraordinaires. On travaille présentement pour ça. Alors, jusqu'à notre prochain événement, je vais m'adresser maintenant aux gens qui nous regardent sur Facebook. OK, parce que je vais arrêter tout de suite la transmission sur Facebook, mais pas avant de les remercier pour avoir passé leur temps précieux avec moi. Alors, j'espère que je fais un peu de lumière regardant les ballonnements, la constipation et la mauvaise digestion, puis que je vous ai donné des solutions pour mieux digérer. Alors, je vais arrêter tout de suite la conférence sur